Faire un film avec les Van Damme, Bruce Willis, Harrison Ford, Jennifer Lopez ou autres, c'était juste des projets. Je n'étais pas impressionné du tout par ces gens-là. Le noir en général n'est pas compris. Que la culture noire en général n'est pas compris. Mais même méprisé et ne veut pas être compris. C'est quelque chose, je ne pense pas que les gens se rendent compte. La mort, c'est la vie c'est la mort. Et je suis très conscient qu'on va tous y passer. Et c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Bienvenue dans votre émission Divan Indigo qui vous emmène dans l'intimité de notre invité. Bonjour Jimmy Jean-Louis. Bonjour Cécile. Ou dois-je vous appeler Jimmy J? C'est vrai que Jimmy J a été le premier nom que j'ai utilisé en tant qu'artiste. Il y a des vraies raisons derrière cela que je pense que j'ai expliquées dans le livre. On va voir ça tout à l'heure. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir ici dans une suite qui célèbre le cinéma, la suite Firmin Richard à l'hôtel Arawak. Votre notoriété explose à partir des années 2000 grâce au rôle laïcien dans la série American Heroes, regardée par des millions de personnes. Vous êtes l'un des rares acteurs noirs francophones à avoir tourné dans des grosses productions ou avec des grands noms d'Hollywood comme Bruce Willis, Harrison Ford, Ryan Gosling ou Chris Evans. Vous parcourez la planète devant et derrière la caméra, un destin hors du commun parce que vous êtes né, vous, dans un bidonville en Haïti. Ouais, c'était peu probable qu'on puisse grandir autant quand on vient d'une terre aussi fracturée qu'Haïti. Mais ceci dit, voilà, j'ai pu suivre mon destin, j'ai pu suivre mes vrais désirs, j'ai pu ne pas être rentré dans des castes, dans des tracts, dans une société qui très souvent écrase au lieu d'aider une jeunesse. Finalement, Jimmy Jean-Louis est-il un héros? Moi, je suis le héros de ma vie, et ça c'est certain. Un héros, bon après, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on a tous un peu d'héroïsme en nous. Et si je suis le héros de ma vie, tu es le héros de ta vie. On l'est tous d'une certaine manière. De l'autre côté, je suis conscient d'avoir pu incarner certains rôles qui ont fait des vraies preuves, qui ont fait preuve d'héroïsme, mais d'une largeur, voilà. En tout cas, c'est le titre de votre livre autobiographique qui va sortir à la fin du mois d'octobre. Ouais. Est-ce qu'on va découvrir, est-ce que vous apportez des précisions sur des super pouvoirs? Sur les super pouvoirs, sur des pouvoirs qu'on a, oui, je pense qu'on a tous certaines, on a des capacités, mais très souvent, je pense qu'on n'est pas conscient des pouvoirs qu'on a. Donc, je pense que je donne des anecdotes, peut-être quelques directions, quelques pistes. Et ça, c'est par rapport à mon expérience à moi, mais je pense que chacun peut trouver des pouvoirs, ouais. Ça c'est certain. En tout cas, sur la couverture de votre livre, on peut vous voir avec des chaînes au poignet. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez libéré de toutes vos chaînes? J'ai vécu une vie assez libre. Je suis conscient qu'il y a des chaînes visibles et des chaînes invisibles, très souvent. Mais j'ai tout à fait en sorte de vivre une vie libre. Et c'est peut-être ça qui m'a forcé à partir autant, à voyager autant, à essayer de découvrir le monde de ma façon pour que je puisse vivre la vie que je veux vivre. Mais ceci dit, les chaînes sont là, ça c'est certain. Est-ce que c'est la peur parmi ces chaînes invisibles? Est-ce que Jimmy Jean-Louis a peur de quelque chose? La peur, non, je pense pas. Sincèrement, c'est l'une des choses dont j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je suis conscient de ce que c'est que la vie, de ce qu'est la mort. Je suis conscient qu'on est ici pour une courte durée. Donc non, j'ai pas peur. Au contraire, j'essaie de vivre la vie la plus pleine que possible
pendant le temps que je passe sur cette planète. Donc non, je vis avec aucune peur, à vrai dire. Vous n'avez pas peur et vous êtes aussi très combatif. Et ça a commencé très tôt, puisque vous avez grandi donc, dans un bidonville d'Haïti, sans électricité et sans eau courante. Ouais, c'est... Racontez-nous, parce que là, il fallait chercher tous les jours, aller chercher l'eau à côté. Non, il n'y avait pas d'eau à la maison, donc fallait aller un peu plus loin, je ne sais plus, peut-être 1 kilomètre. Tous les matins, déjà, il fallait prendre l'eau pour se baigner, et puis de l'eau potable, je ne sais même plus comment on avait ça. Il y avait une source qui arrivait aussi, donc on arrivait à prendre de l'eau. Et puis, c'était une routine normale, quoi. À vrai dire, en tant qu'enfant, on sait ce qu'on sait. C'est notre expérience, donc voilà, il n'y avait pas de problème, quoi. Vous n'étiez pas malheureux? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, ma toute jeunesse en Haïti, c'était peut-être l'un des passages les plus heureux de ma vie, parce que là, on a appris à vivre ensemble. C'était vraiment vivre avec les autres, en communauté. Et oui, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas, ce qui veut dire pas de télé, pas de radio, enfin bref, on était obligés de vivre avec nous-mêmes, quoi. Donc on imaginait les jeux, non, c'était génialissime, quoi. Je pense que c'est aussi ça qui m'a fondé, c'était le respect des autres, hein, le respect des plus âgés, parce qu'en tant que gamin là-bas, on est élevé pas uniquement par les parents, mais par toute la communauté. Si le voisin me disait de faire quelque chose, je faisais. Si je faisais pas, bâton. Pareil que... Aujourd'hui, ce n'est plus très accepté. C'est plus très accepté. C'était une manière différente de faire les choses. Je dis pas que c'était une manière pire que ce qu'on connaît maintenant, sincèrement. Parce que ça a bien formé... Voilà, voilà. Moi, ça m'a pas dérangé personnellement, parce que ça m'a permis d'avoir une certaine discipline et un certain respect. Et le petit garçon que vous étiez à l'époque rêvait déjà de cinéma devant les salles de la capitale, ou vous étiez très très loin de penser évoluer comme ça dans le 7e art? Oui, j'étais très loin. C'était quasi impossible de penser au cinéma. Les seules choses qui nous arrivaient, c'était premièrement un ballon. Donc, bien entendu, l'effet Pelé, ça a traversé le monde entier. On voulait tous être Pelé. Et puis peut-être un petit goût musical de temps en temps qui nous arrivait, peut-être un Bob Marley de temps en temps, des sons comme ça qui arrivaient. Et bien entendu, le compas de notre pays. Mais sinon, mon imagination ne pouvait pas aller vers le cinéma. C'était quasi... c'était un autre monde pour moi. Un autre monde. Vous quittez l'île d'Haïti à l'âge de 12 ans pour la France. Ouais. Et là, de nouvelles batailles vous attendent en banlieue parisienne. Ouais. Il y a cette photo de vous, jeune, à 20-21 ans, torse nu. Quel était le quotidien de ce jeune homme? C'est vrai que les premières années à Paris, c'était rock'n'roll, hein, parce que c'est vrai qu'on pense on va à Paris, on va en France, tout est joli, tout est beau, mais c'est un autre combat, quoi. Déjà, boum, on arrive et notre identité, on la met en question. D'un seul coup, on n'est pas sûr de soi-même. La couleur de peau, qu'est-ce que ça veut dire? La nourriture, est-ce que j'aime vraiment ça? La façon de parler, donc c'est une vraie remise en question, quoi. Mais on se rend pas compte parce que on essaie de s'adapter, on essaie de ne pas déranger, on essaie d'accepter. Et puis ces choses-là peuvent causer un traumatisme chez un enfant qui est en train de grandir. Donc moi j'ai dû faire face à ça, hein, que ce soit à l'école, dans la vie courante, dans les supermarchés, voilà des situations qui remettaient mon identité en question, mais à tout moment. Votre identité d'homme noir. Oui, de personne, oui, d'homme noir, pour aller directement dessus. Donc oui, ça c'était très difficile. En plus de ça, je suis tombé dans une cité, quoi. Tu vois, c'est pas genre non, j'étais dans une cité, voilà. Et il fallait se battre. Fallait survivre là-bas. Fallait survivre, c'est la vraie survie, tu vois. C'était la vraie survie. Comparé à mon expérience en Haïti, ça c'était la survie. Mais de l'autre côté, voilà, j'étais prêt pour cela. Et avec le passé que j'ai eu, j'ai quand même pu m'adapter, comprendre, même ajouter des choses, quoi. Et c'est de là que, de fil en aiguille, j'ai pu, premièrement, sortir de cette cité pour essayer d'explorer autre chose. Mais vous racontez que vous avez
malheureusement, à un moment, vous n'aviez pas d'appartement, vous étiez SDF. Ah oui, complètement. Complètement. Et ça, c'est quelque chose dont j'en suis fier, quoi, parce que c'est quelque chose qui a... C'est une époque qui m'a forgé, qui m'a donné une certaine force. Ça s'est passé au moment où mes parents n'étaient plus en France, ils sont retournés en Haïti. J'étais avec mon frère, lui, il a eu sa petite copine, enfant, tout. Donc après, je pouvais pas rester dans le petit appart avec tout ce monde-là. J'étais obligé de commencer ma vie, quoi. J'étais avec un pote, fou dehors. Et voilà. Mais j'étais quand même dans un cercle assez privilégié à ce moment-là. En tant que jeune, black, je savais m'habiller, je savais rentrer dans les clubs les plus cotés de la capitale. Et personne ne soupçonnait que vous n'aviez pas non. Vous n'aviez pas un toit, vous? Non. Tous les soirs, j'allais dans les clubs les plus cotés de Paris. J'étais habillé comme un roi. Et puis, voilà, les défenses, c'était essayer de trouver quelqu'un pour squatter le soir ou du moins repérer quelques squats dans la ville de Paris. Et il y en avait, parce que quand on est dans le cœur de Paris, on réalise qu'il y a plein d'appartements qui sont vides. Donc, à l'époque, ça squattait, mais ça squattait grave. Sauf que des fois, de temps en temps, on pouvait revenir de notre soirée et trouver un mur dans l'appart qu'on squattait, avec toutes nos affaires dedans. Et là, on repart à zéro, sans rien. Et donc vous avez perdu plusieurs fois tous vos effets, vos vêtements, Moi, vos j'ai chaussures. encore des adresses très précises, l'étage, l'appartement, où toutes mes affaires étaient bloquées dedans. Après, j'ai reconstruit, encore pareil, toutes mes affaires bloquées. Après, il fallait repartir. Jusqu'à ce que j'en ai eu marre, je suis parti de Paris. Justement, vous êtes parti. On vous retrouve en Espagne, en Italie et même en Afrique du Sud. Ouais. En 1994, vous rencontrez Nelson Mandela. Ouais. Que vous a-t-il dit? Ça, c'était un moment fort de ma vie. Ça, je vais pas le cacher. Ouais, c'est vrai que de Paris, je suis parti en Espagne parce que je voulais explorer autre chose. Et puis, j'ai travaillé dans la danse, là-bas, dans un théâtre musical. Après, j'ai continué, j'ai travaillé en tant que mannequin en Italie, un petit peu en Espagne aussi, puis l'Afrique du Sud. Donc, quand je vais en Afrique du Sud, en 94 exactement, il y a quelques personnes de mon entourage qui pensent que je devrais rencontrer Nelson Mandela. Pourquoi? Je ne sais pas, sincèrement. Je suis haïtien. Mais vous le connaissiez? Du tout. Très bien. Enfin, je connaissais de nom. Des livres? Ouais. Vous l'aviez étudié à l'école? Complètement. Mais c'est pour ça que je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un comme moi puisse rencontrer un tel monsieur, quoi. Ben, sauf que ça s'est avéré et on s'est vraiment rencontrés. Et j'ai réalisé que ces héros à lui étaient des héros de mon pays. D'où la fascination de rencontrer quelqu'un venant d'Haïti. Ou du moins la personne qui pensait que Nelson Mandela voudrait me rencontrer, c'était pour cette raison précise. Donc oui, la rencontre a été très brève, mais magnifique, quoi. Magnifique. Je veux dire, on a parlé vous vous rappelez encore de ce que vous êtes dit? Ouais, c'était vraiment de l'histoire d'Haïti. Et puis moi, ce que je retiens de cela, c'est le message que tout était possible et que personne pouvait m'arrêter dans mon élan. Il n'y a que moi-même qui pouvait m'arrêter. Et là, c'était devenu très, très clair à ce moment-là. Et à partir de là, je suis rentré dans une liberté d'expression que personne ne pouvait m'arrêter, quoi. On pouvait fermer les portes, je passerais par les fenêtres, on ferme les fenêtres, je passe par en haut. Voilà. S'il y avait un but, j'allais jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de continuer par la suite, aller en Angleterre. Et donc, vous continuez à Los Angeles. Vous avez une trentaine d'années. Ouais. Vous arrivez là-bas, nouvelle difficulté, nouvelle bataille. Ouais. Parce que là, il faut partir de zéro. Toujours, ouais, parce que quand on est aux États-Unis, et plus précisément à Los Angeles, tout ce qu'on a fait auparavant ne veut rien dire du tout. On peut être les plus grands acteurs en France, en Espagne ou ailleurs, ça ne veut rien dire pour les États-Unis. Donc, il fallait repartir à zéro. Et là, vous prenez des cours de cinéma ou vous y allez au culot? Vous rencontrez non, des producteurs? j'ai tout fait. J'ai pris des cours de cinéma, des cours de théâtre. J'ai fait des petits films d'étudiants. C'est ceux qui sont à l'école, genre UCLA, USC,
qui sont les futurs vrais réalisateurs. Donc, j'ai fait plein de leurs petits films qui coûtent rien du tout. Enfin, ils payent pas, quoi. Mais pour moi, c'était de l'apprentissage. Et puis aussi, j'ai fait beaucoup de pubs à l'époque. Parce que j'étais encore à mi-chemin entre ma fin de carrière de mannequinat et le acting. Donc, c'est le mannequinat qui m'a permis de faire cette transition. Et une fois que j'ai compris que c'est ce qu'il fallait que je fasse, j'ai mis de côté le mannequinat pour vraiment me concentrer dans le acting parce que à l'époque, c'était très difficile d'être pris au sérieux en tant qu'acteur si on était mannequin. Parce que le mannequin représentait uniquement un physique et on avait du mal à faire le pont. Donc j'ai dû vraiment tout couper et me concentrer uniquement dans le cinéma. Alors on l'a dit, vous vous êtes retrouvé dans des productions avec Bruce Willis, Harrison Ford et tant d'autres. Ouais. Quand on a vos origines, votre parcours semé d'embûches, est-ce que, quand on est face à ces grands noms d'Hollywood, est-ce qu'on se dit, finalement, on a gagné sa place, ou une part de nous, quand même, on dit, on ne se sent pas légitime? Je ne sais pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, j'avais déjà gagné pas mal de batailles et j'étais pas intimidé par tout ce tralala hollywoodien, sachant que j'avais déjà une vie qui m'a emmené d'Haïti à la France, à l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre. J'ai même rencontré Nelson Mandela. Pour moi, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire. Après, les rencontres telles que faire un film avec les Van Damme, Bruce Willis, Harrison Ford, Jennifer Lopez ou autres, c'était juste des projets. Je n'étais pas impressionné du tout par ces gens-là. Les gens qui m'impressionnaient, c'était plutôt des gens comme Mandela. Donc, eux, c'était des collègues du cinéma, tout simplement. C'est sûr qu'on se retrouve dans des productions hors normes et ça peut être impressionnant. C'est la largeur la grandeur de ces productions. Par exemple, je sais que l'un des premiers films que j'ai fait, c'était Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis, où on se retrouve dans une forêt de Hawaï pour jouer l'Afrique. Donc, dans la forêt, en plein milieu, là, on ouvre et là, on se retrouve avec des gros camions de production. Tu as Bruce Willis qui a 3 trailers pour lui tout seul. Et quand je dis trailer, c'est genre 4 fois cette chambre-là. Un trailer pour lui, un trailer pour son cuisinier, un trailer pour sa gym. Mais c'est des trucs, c'est des proportions. On se dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? Où tu as des centaines de personnes qui travaillent et c'est une organisation, mais super bien huilée. Et là, oui, là, c'est vrai que je m'assois et là, j'apprends, j'observe, je prends. C'est pas les gens qui m'impressionnent, mais c'est leur façon de faire plutôt. C'est toute cette machine qu'il y a. Et puis aussi, j'essayais de comprendre ma place dans tout ça. C'est comment me positionner pour éventuellement continuer dans ce milieu. Donc, j'observais beaucoup et j'apprenais beaucoup. Mais je n'étais pas nécessairement impressionné par les gens. J'étais impressionné par la machine. Et puis après, il fallait comprendre les astuces, certaines manières de faire, de comprendre les choses qui m'a donc permis de naviguer ce petit monde. Parce que dis-toi bien que être noir déjà, c'est pas facile pour travailler aux États-Unis. En plus de ça, être noir qui est pas américain. En plus de ça, être noir qui est haïtien. Donc tout était contre moi pour ne pas réussir. Mais tout. Vous avez quand même réussi à décrocher justement le rôle de l'haïtien dans la série Heroes, qui a été diffusée à partir de 2006. Ça a été un rôle déterminant pour vous. De nouvelles portes ensuite se sont ouvertes en Europe, en Afrique. Ouais. Donc vous avez évolué dans le cinéma nigérian, celui qu'on appelle Nollywood. Ouais. Comment parvient-on à mettre un pied dans cette industrie? Est-ce que votre CV d'Hollywood a suffi pour vous ouvrir les portes ou il a fallu quand même aussi faire vos preuves? Je dirais que les portes ne s'ouvrent pas. On s'ouvre les portes, ce qui est très différent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans Héros qui n'ont pas ouvert les portes. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'on... Tout dépend de ce qu'on fait avec ce qu'on a. Donc, on ne vous attendait pas au Nigeria? Il fallait... Personne ne m'attend nulle part. Pourquoi est-ce qu'on m'attendrait? Le Nigeria n'attend aucun acteur de nul. C'est à la personne d'ouvrir ses portes. C'est vrai que Heroes a eu un effet assez intéressant parce que la première saison de Heroes, c'était, je pense, le show le plus regardé au monde à cette époque. Donc, du coup, il y avait une visibilité mondiale. Moi, en tant que
personne qui a déjà parcouru une bonne partie du monde, je savais que j'avais une carte à jouer avec ce genre de visibilité. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je fasse un effort pour que j'aille physiquement dans ces endroits pour ouvrir certaines portes. Donc, je suis retourné en France où j'ai pu réouvrir certaines portes. Je suis allé en Afrique où j'ai pu ouvrir certaines portes. Nollywood, bien entendu, mais j'ai aussi joué au Sénégal, Côte d'Ivoire, Namibia, Maroc, enfin bref, dans plein d'autres pays. Et pareil pour l'Amérique du Sud, voire l'Inde. Donc, pour revenir, ce n'est pas les portes qui s'ouvrent à nous, c'est à nous d'aller chercher ces portes, premièrement, et puis d'ouvrir ces portes. Sinon, c'est des mondes parallèles. C'est comment créer ce pont et comment monter sur ce pont et agir. En tout cas, la porte de l'Afrique est particulière pour vous parce que l'Afrique est encore pour vous, vous l'avez dit, est encore mal compris ici en Occident. Est-ce que les différents rôles, les différents personnages que vous avez incarnés, est-ce que ces personnages, ces rôles aident à une meilleure compréhension du continent? Moi, c'est vrai que ça fait plus de 15 ans, plus précisément depuis 2006 que je vais en Afrique. Ça, c'était grâce à un film qui s'appelle Fat Girls qui m'a fait découvrir ce pays. Et là, j'ai découvert quelque chose d'exceptionnel, quoi. Premièrement, un pays qui était fier de qui ils étaient, qui faisaient, ils attendaient sur quiconque. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire avec le Nigeria. Et c'est de là que c'est parti. À partir de là, je me suis dit comment faire le pont, comment essayer de faire des coproductions où éventuellement des talents africains pourraient s'exporter ou des talents étrangers pourraient venir sur ce continent ou dans le pays du Nigeria. Et puis Nollywood en même temps se forme, en même temps prend de la valeur. Et moi, je suis en plein dedans, en train de grandir dedans, mais quasi sans le savoir, quoi. Parce que quand je suis allé là-bas, je côtoyais tous ceux qui étaient dans le milieu de Nollywood. Parce qu'en 2011, par exemple, j'étais le maître de cérémonie du AMA, qui est donc le African Movie Academy Awards. Durant cette award, tu as les producteurs, réalisateurs, acteurs venant du continent africain. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir un carnet d'adresses avec tous ceux qui faisaient en Afrique. Et là, j'ai commencé à noter et à prendre conscience qu'il y a des talents qui sont en train de grandir et c'est avec certains de ces talents qu'il faut travailler. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et vous vous êtes rapproché donc, de la réalisatrice, la cinéaste burkinabé Apolline Traoré. Exactement. Avec qui vous avez tourné d'Errance et qui a été récompensée donc, aux Africa Movie Academy Awards, qui sont considérés comme étant les Oscars africains. Et vous avez donc reçu en 2020 le prix du meilleur acteur. Exact. Dans un film qui s'appelle d'Errance, c'est un super film qu'on a tourné en Afrique du Sud. Et ouais, donc c'est un cinéma mal compris, c'est un continent mal compris. Et je pense que nous, en tant que cinéastes, nous avons le pouvoir de faire sortir quelques messages, et des messages forts à travers le cinéma, mais c'est aussi pour éduquer le monde sur ce qu'est l'Afrique. Ça, c'est un devoir que je me donne. C'est pour ça que très souvent, je fais des films qui ont des vrais messages, surtout venant du continent africain. Parce que je sais que c'est un moyen d'éduquer le monde. Et surtout que maintenant, avec la présence des streamers tels que Amazon et Netflix, nos petits films africains qu'on faisait pour nos petits Africains sont visibles pour le monde entier. De la même manière que le film que je fais à Hollywood aujourd'hui sera vu par le même nombre de personnes que le film que je fais au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Donc du coup, c'est beaucoup de choses qui sont en train de changer en ce moment. Et je pense que l'Afrique étant le continent le moins, le moins utilisé dans le cinéma,
mais qui a le moins utilisé son histoire à travers le cinéma, donc a beaucoup de choses à raconter. Toutes nos cultures, les langues, les rois, les reines venant d'Afrique, on ne connaît rien de tout ce monde-là. Les royaumes. Donc il y a plein d'histoires à raconter. Donc je pense que oui, il y a un futur qui est très très positif pour le continent africain. Et je pense que ça va passer par le Nigeria, parce que le Nigeria reste la vraie force sur le continent, de par le nombre de la population et puis de par leur... Voilà, ils ont vraiment envie, quoi. Ils ont soif, les mecs, ils y vont. Il y a une richesse africaine. Ouais. Et il y a aussi une richesse ailleurs, parce que cette année, vous êtes attaqué à un 4e continent. Ouais, ouais. Vous êtes allé en Inde. Ouais. Vous avez, on vous retrouve dans une grosse production, The Good Life, par le réalisateur indien, donc Blessy, qui s'inspire de l'histoire vraie d'un travailleur migrant indien qui partit en Arabie Saoudite à la recherche d'une meilleure vie, se retrouve esclave, sans possibilité de s'échapper. Alors, c'est un film qui est vraiment loin de Bollywood. Ouais. Voilà, c'est pas une comédie musicale. Ouais. Et dans ce film, vous incarnez un personnage qui a un rôle clé, parce que c'est lui qui va libérer donc 2 travailleurs migrants. On se dit, donc de cet esclavage, on se dit que du coup, ce rôle a eu une résonance particulière chez vous. Oui, complètement, parce que c'est toujours le même combat, quoi. De l'Afrique à l'Inde, c'est le même combat. De l'Afrique à l'Inde, le sujet du film, c'est le même combat. On parle d'esclavage moderne, on parle d'abus de pouvoir. Ouais, c'est un sujet qui me parle. En plus, on a tourné en Afrique, on a tourné dans le désert de Timimoun, en Algérie, et puis aussi on a tourné en Jordanie, et bien entendu en Inde. Mais le personnage que je joue, c'est un personnage africain. On n'a pas déterminé de quel pays qu'il on sait très peu de choses sur lui. Ouais, c'était exprès aussi. Et puis aussi dans le film, si quelqu'un a la chance de voir ce film, on réalisera qu'on lui a collé une étiquette et il va démontrer qu'il n'est pas la personne qu'on pense qu'il est. Et là, dans le film, on démontre que voilà, le mec est d'une bonté comme jamais on pourrait l'imaginer, alors qu'il a une étiquette qui te dit que c'est une saleté, quoi. Donc, c'est encore une fois la lecture du noir en général. Celui qui ne connaît pas le peuple noir, il y a déjà une impression de qui on est. Il y a déjà il pense connaître, alors que c'est complètement faux. Donc c'est pour ça, il y a plein de messages dans ce film que j'aime bien. Mais sinon, c'est vrai que pour moi, pour ma carrière, le fait de maintenant me retrouver dans une industrie qui est même plus grande que celle de Hollywood, c'est incroyable, quoi. Donc, le film qui a eu certains succès d'ailleurs en Inde. Oui, on a eu plein de prix avec ce film. Et en plus, ça m'a permis d'aller plein de fois en Inde, de comprendre ce qu'est l'Inde, de comprendre les différents cinémas qui se font à l'Inde. Bien sûr, il y a le cinéma de Bollywood, il y a Tollywood, il y a Konnywood, il y a Mollywood. Et ça, c'est des régions différentes de l'Inde. Et ils ont tous du succès, quoi. Maintenant, tu as, par exemple, le cinéma de Bollywood, c'est le cinéma le plus commercial. Il y a beaucoup de danse, de chants et choses comme ça. Dans le sud, c'est le cinéma intello, où les mecs ils te sortent des sujets, mais t'y crois pas. Et puis le Tollywood, c'est tout ce qui est les films d'action, comme on a vu KGB, RRR, qui ont gagné un Oscar pour la musique l'année dernière avec ce film, la RRR. Et oui, je découvre des choses et moi, je me dis, putain, mais c'est génialissime. Je suis peut-être l'un des seuls noirs à travailler en Inde maintenant. Et moi, je vais puiser un petit peu plus dans ça. Tu vois, je vais essayer de faire d'autres projets pour avoir une vraie place dans cette industrie. Puis aussi pour montrer, pour donner un exemple de noir aussi. Est-ce que cette industrie, ce cinéma indien, est-ce qu'il est plus inclusif? Est-ce que, en fonction de votre parcours, de vos origines, vous pouvez quand même réussir là-bas? Ça ne va pas être facile parce que, encore une fois, la culture noire est quasi inexistante pour eux. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ça va être difficile de continuer à naviguer dedans, mais je suis certain qu'il y a des histoires qui vont pouvoir exister. Je pense qu'on ne se rend pas compte à tel point que
que le noir en général n'est pas compris, que la culture noire en général n'est pas compris, mais même méprisé et ne veut pas être compris. C'est quelque chose, je ne pense pas que les gens se rendent compte. Parce que vu que je me balade un peu partout dans le monde, j'arrive à avoir une vraie étude de ça et une vraie compréhension de ça. Mais malheureusement, le noir en général, il est invisible. À moins qu'on soit un Will Smith, Michael Jackson ou autre, mais sinon, voilà. En Inde, je suis certain qu'il serait incapable de citer un seul noir venant du continent européen ou de l'Afrique. En tout cas, votre passion pour votre cinéma, on l'entend, vous l'avez mise au service de la culture noire, au service de votre pays, de votre histoire. Tout a commencé avec le film dont tout le monde se souvient, Toussaint l'ouverture, téléfilm en 2 épisodes sorti il y a une douzaine d'années. Ce film qui vous hante encore, il vous arrive encore de porter l'uniforme de Toussaint l'ouverture, notamment lors d'un événement récent en avril 2023 au Panthéon. Vous avez dit un jour que vous avez fusionné avec ce personnage. C'est vrai que c'était très intéressant ce qui s'est passé au Panthéon. Déjà, Toussaint l'ouverture, oui, je suis très fier d'avoir incarné ce personnage. Encore une fois, merci à France et à Jean-Loup, France Obda et Jean-Loup Montieu de m'avoir fait confiance. Et puis oui, tout dernièrement, lors de l'anniversaire de la mort de Toussaint l'ouverture, ils m'ont invité au Panthéon pour que je sois le maître de cérémonie de cet événement. Et bien entendu, il y avait des ministres, des anciens ministres, plein d'ambassadeurs. Et c'est vrai que là, je me suis dit, c'est une très belle invitation, mais maintenant, c'est comment vraiment utiliser pleinement ce genre d'invitation. J'aurais pu simplement aller avec mon costume cravate, présenter, voilà, tel et tel, prenez-le, et s'arrêter là. Je me suis dit, non, ça ne peut pas s'arrêter là. Et là, j'ai dit, on va jouer le coup à fond. Donc, premièrement, j'ai endossé le costume de Toussaint l'ouverture du film, qui était le vrai costume du film, parce que j'ai fait appel au costumier. Donc, quand je suis arrivé au Panthéon, personne ne s'y attendait. Ils voient un mec arriver comme ça. Il fallait voir, c'était des éclats. Et là, j'ai compris, OK, donc ils ont donné un petit peu de respect. Déjà, Et puis, j'avais préparé un texte parce que la situation allait vraiment mal en Haïti. Et je me suis dit, c'est quand même une belle vitrine pour pouvoir s'exprimer. Et là, j'ai décidé de balancer un message au président Macron. Je savais que je serais entendu. Les gens étaient présents, les médias étaient là, donc ça ne pouvait pas se perdre. Et là, j'ai surpris tout le monde parce que j'ai cassé le protocole. Et quand j'ai commencé à lire, tout le monde se regardait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Puis à la fin, voilà, je pense que les gens ont compris, ont accepté. Et je pense qu'il y a eu des effets parce qu'à la fin du discours, quelqu'un est venu me demander la lettre pour la remettre au président. Moi, je n'ai pas pu rencontrer le président. Je ne sais pas s'il l'a lu, ce qu'il en a fait. Sauf que 2 semaines plus tard, je sais qu'il y a eu une visite officielle à la tombe de Toussaint l'ouverture. Est-ce qu'il y a un lien direct? Je ne sais pas. Mais encore une fois, quand on parle de saisir certaines occasions, certaines opportunités et d'ouvrir des portes, ce n'est pas des portes ouvertes, c'est ouvrir certaines portes. C'est aussi dans ce sens-là, c'est comment vraiment faire avec ce qu'on a. Il y a eu après les films que vous avez réalisés, suite à l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse. Ouais. Il y a eu July 7. Mais vous avez tourné cette année, vous avez fini le tournage de Killing of a Nation. Ouais. On vous retrouve aux côtés d'Aïssa Maïga, un film de Carlos Bolado prévu pour 2025. Ouais. Tourner tous ces films comme ça sur les pages historiques, les heures sombres de votre pays, est-ce que c'est une manière pour vous de dépasser, de surmonter un traumatisme? Pour moi, je pense que c'est plutôt un devoir. Moi, je suis très conscient de la personne que je suis. Je suis très conscient de l'histoire qu'on a traversée aussi.
Donc, il y a des choses qui doivent être rétablies. Il faut trouver les moyens pour établir ce genre de choses. Je suis prêt à tout genre de challenge. Et, et, et c'est vrai que tourner, faire partie de ces genres de production, c'est d'essayer de mettre un peu de lumière sur des moments sombres de mon pays. C'est d'essayer de trouver une certaine vérité. Qui fait quoi et pourquoi? Parce qu'on a du mal à comprendre la situation d'Haïti. C'est pas normal qu'Haïti soit dans cette situation. Parce que, à vrai dire, il n'y a aucun conflit en Haïti. Il n'y a pas de conflit de langue, il n'y a pas de conflit de tribu, il n'y a pas de conflit de religion. Il n'y a aucun conflit qui puisse pousser une île à être dans un désordre tel. Donc, la grande question que moi je me pose, c'est qui est derrière tout ça? Qui manipule? Pourquoi et comment? Donc, ce sont les questions que je me pose et je pense qu'il y a des réponses. Et les films que vous tournez aident à apporter certaines réponses? Je pense que ça aide au moins à avoir certains débats et éventuellement à trouver les réponses. C'est le but. Le but, c'est, par exemple, le dernier que je viens de tourner au Panama, Killing of a Nation, avec Aïssa Maïga qui joue ma femme dans le film, donc la femme du président Jovenel Moïse, elle joue Martine. Et c'est vrai que c'est un assassinat qui a été commis et il y a toujours pas de vrais coupables. On n'a pas trouvé ceux qui ont commis cet assassinat. Donc, est-ce que la sortie de ce film va pouvoir forcer à une conversation, à une enquête plus juste, plus directe? Je pense qu'on a nos idées de qui sont peut-être derrière tout cela, mais je pense que des fois, il faut forcer certaines conversations pour arriver à des vérités. Et avec vous, du coup, le cinéma, ça devient une porte vers le réel. Toujours, de toute façon, le cinéma, oui, ça c'est certain. C'est certain. Tout ce qui se dit dans un film, c'est une partie, il y a une grande partie de vérité, c'est dans le réel. De toute façon, tout ce qui se voit, tout ce qui respire, tout ce qu'on touche, c'est réel. Artiste engagé, vous avez fondé à partir de 2010 une association Hollywood for Haïti. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui poursuivre vos actions humanitaires ou tout est bloqué suite au chaos qui a suivi justement la mort du président Jovenel Moïse? C'est vrai que j'ai fondé la fondation avant le tremblement de terre. Je l'ai fondée en 2008. Donc, Hollywood Unites for Haiti, on a fait beaucoup de choses en Haïti. Hein. On a travaillé sur plusieurs projets, on a construit des écoles, enfin bref. Après, il y a eu le tremblement de terre, ce qui m'a fait penser que le pays allait pouvoir finalement bien se reconstruire. Et puis, il s'est avéré que ça s'est empiré. Malheureusement, on ne peut plus fonctionner parce que c'est devenu trop dur. Je continue à faire du travail humanitaire. C'est un mot que j'aime de moins en moins, mais je continue à appuyer et à faire le mieux que je peux, le mieux possible pour faire passer certains messages, pour apporter une certaine aide. Mais maintenant, c'est difficile. Donc, vous arrivez à rentrer de temps en temps ou ça aussi c'est difficile? Oui, bien sûr que je rentre. Je continue à rentrer au pays. Pour moi, c'est important de faire des retours à la source. Moi, c'est simple. Hein, je pense pas que je pourrais m'interdire de faire les choses que je veux faire. Je sais pas si je pourrais m'empêcher d'aller en Haïti, peu importe la situation. Des fois, je me dis... On pourrait vous dire parfois que c'est dangereux, parce qu'il y a des kidnappings, Oui, certes, le danger, il est partout. J'arrive à un moment de ma vie où je sais pas, j'ai un rapport avec la mort qui est pas aussi difficile que la grande majorité des gens. La mort, c'est la vie c'est la mort. Et
Et je suis très conscient qu'on va tous y passer. Et c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Si je dois faire quelque chose et qu'au bout, il peut éventuellement avoir la mort, et alors? Vous y êtes préparé? Complètement. De toute façon, on va y passer. Et je suis certain que je vais y passer. Donc, autant y passer en faisant quelque chose dont j'y crois vraiment. Et puis, si ça doit se faire, ça se fera. Donc oui, je suis... c'est pas quelque chose qui me fait peur, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'arrive à faire les choses qui me parlent. Mais vraiment, si je pense qu'il y a des choses que je dois faire pour changer, pour le mieux que ce soit de mon cercle fermé ou plus ouvert, je le ferai. Je le ferai, ouais. Je pense que j'ai une certaine volonté maintenant qui va au-delà de cette présence physique qu'on a ici. En tout cas, vous avez Haïti dans le cœur, dans la peau, dans la tête. Mais vous aimez aussi les autres pays de la Caraïbe. Vous aimez Saint-Domingue, où on vous retrouve à l'affiche de Au revoir de Rodi Castillo. Vous avez déjà tourné en Martinique. Vous étiez président du jury du festival de cinéma Cinestar qui s'est tenu en Guadeloupe. Quel regard vous portez sur le cinéma caribéen, en particulier sur celui de Saint-Domingue, parce qu'on parle aujourd'hui de Dollywood. Ouais, on parle de Dollywood, donc on retrouve dans le documentaire que j'ai fait, Jimmy Ghost Tropico, parce que le cinéma caribéen a explosé, quoi. Ça a explosé les 15 dernières années. C'est incroyable ce qu'ils ont pu faire. Ils sont passés de 2 ou 3 films par an à jusqu'à 45 films par an pour un petit pays. Donc oui, on peut commencer à parler de Dollywood. Et concernant les autres pays de la Caraïbe. Comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Ouais. Quel regard vous portez sur ces cinémas? Ce sont des cinémas qui, je pense qu'il y a des vrais talents. Il y a des choses très, très intéressantes qui sortent de ces pays, mais peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui sont faites. Je ne sais pas quel est le rapport avec la France, avec qui donne... Et financement pour le cinéma. Voilà, donc je ne sais pas comment ça se passe parce que je ne passe pas suffisamment de temps sur le territoire. Pour vous, c'est l'argent, il manque de l'argent. Est-ce que vous avez pu voir, découvrir? Oui, automatiquement, ouais. De toute façon, tout part de l'argent. C'est un désir de faire vivre une certaine culture aussi. Parce que c'est aussi ça. Si on donne de l'argent à un certain groupe pour s'exprimer, ça veut dire qu'on leur donne la possibilité de s'ouvrir. Et est-ce que c'est un désir? Ça, je ne sais pas. Je vois qu'il y a très très peu de films antillais qui sont faits, alors que les Antilles, c'est la France. Mais si on compare le nombre de films qui se font à Paris, à Bordeaux, à Marseille, par rapport à la Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est pas la même visibilité. Donc je ne sais pas à quel niveau est-ce qu'on peut débloquer tout cela. Est-ce qu'au niveau régional, on peut avoir une certaine autosuffisance pour pouvoir monter ces films? Ce serait bien, parce que je pense qu'il y a des grosses compagnies ici qui pourraient éventuellement aider. Et il y a les talents, vous avez dit. Il y a les talents, oui. Donc, s'il y a un vrai désir, je pense que ça se fera. S'il y a un vrai désir. Je ne sais pas si le désir est là. Ou le désir est peut-être là du côté des talents, mais peut-être pas du côté de tout le monde. Et c'est là qu'il faut continuer à travailler ensemble, trouver un moyen de s'entendre, aussi bien avec les grosses entreprises, les talents, même ceux des fois avec qui on pourrait avoir un certain conflit. Il faut trouver un moyen de s'entendre. Il faut pouvoir leur expliquer que la culture est importante, que la survie des artistes est importante. Et on peut tous coexister, à vrai dire. Parce que très souvent, on pense que c'est ou ci ou ça, ou eux ou nous. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on peut trouver des moyens pour coexister. J'ai quand même une petite idée du combat qui est mené ici. Je peux le comprendre. Mais je pense qu'à travers le dialogue, à travers
on peut démontrer qu'on peut trouver un moyen d'entente. Quand vous parlez de combat, vous parlez des problématiques de l'eau, d'accès aux soins? Tout ça, oui, tout ça. Tout ça, où on pense qu'il y a une certaine injustice qui se fait ici par rapport à ailleurs. Un certain déséquilibre, certains pouvoirs d'achat économique. Certains ont, d'autres ont moins. Un petit groupe A, un grand groupe A moins. C'est comment coexister, comment mélanger tout cela. Pour vous, des voies de dialogue, d'échange, de partage, oui. de cohabitation sont possibles? Je pense que oui. Je pense qu'on peut être... Je pense que l'humanité peut prendre le dessus. Mais il faut être délicat de notre approche. Parce qu'on peut être très... Ouais, il faut être diplomatique, quoi, dans l'approche. Mais je pense que c'est possible. Alors, on a parlé de la Caraïbe, de l'Afrique, de l'Asie. Est-ce que l'avenir du cinéma est encore à Hollywood? Disons qu'il y a un vrai désir de garder ce pouvoir à Hollywood. Ils l'ont perdu un petit peu parce que déjà au niveau des États-Unis, ça s'est éparpillé. Avant, c'était Hollywood et uniquement Hollywood. Maintenant, il y a Hollywood et il y a Atlanta. Et Atlanta a pris beaucoup de place. Et puis, il y a d'autres endroits au Canada aussi qui ont pris de la place. Et au-delà des États-Unis, il y a l'Inde qui a explosé. La Chine, on n'en parle pas beaucoup, mais ils n'ont pas besoin des autres pour exister. L'Afrique commence à prendre un peu de place. Mais on va quand même tout le temps faire la relation avec la situation économique mondiale. Tout dépend du groupe qui est en haut de la situation économique. C'est ce groupe-là qui existera le plus. Donc je dirais que oui, pour l'instant, Hollywood va exister parce que Hollywood va bénéficier de tout cet apport économique parce que ça va bénéficier d'un certain groupe. Jusqu'à ce que peut-être il y a un retournement du pouvoir économique mondial. Et là, on parle les grandes forces. D'un côté, il y a l'Occident, de l'autre côté, il y a l'Est. Et puis, il y a peut-être l'Afrique qui va pouvoir s'intercaler. Les jeux ne sont pas faits, en tout cas. Les jeux ne sont pas faits. Et moi, je pense que c'est un pouvoir économique qui se joue. Et tant que le pouvoir économique est dans l'Occident, donc Hollywood sera toujours le maître. Mais si ça tourne, là, ça peut aller dans d'autres endroits. Mais Hollywood est le maître de l'Occident. Voilà. Et en ce qui concerne votre avenir personnel, vous avez déjà joué des rôles de héros comme Toussaint Louverture, on l'a rappelé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que vous avez déjà marqué de votre empreinte le 7e art ou vous attendez encore le rôle de votre vie? Premièrement, je n'ai jamais attendu aucun rôle. Je ne suis pas ce genre d'acteur qui se focalise sur quelque chose. Non, Vous n'attendez pas le scénario, le réalisateur qui va... Du tout. Je fais ce que je fais et les choses qui doivent venir à moi viennent à moi. J'ai aucun désir de faire tel ou tel projet, de travailler avec tel ou tel artiste, tel ou tel réalisateur. Je fais le travail que je dois faire et je vais aller dans la direction que je dois aller. Je reste très, très occupé sur plusieurs domaines, hein, bien entendu le cinéma. Et je viens d'écrire un livre qui automatiquement va me pousser à d'autres conversations, d'autres directions. Un livre que vous avez écrit donc en 1 an et demi. 1 an et demi, oui. Et vous avez affirmé donc récemment que ça a été pour vous une thérapie. Oui, c'est une forme de thérapie, ouais. C'est plusieurs choses, hein. Premièrement, ça fait très longtemps que je savais que je devais écrire d'une certaine manière l'histoire de mon parcours, qui est une histoire assez atypique, quoi. Et puis, tout dernièrement, oui, il y a eu d'autres envies qui ont fait, il y a eu d'autres réalités dans ma vie qui m'ont poussé à prendre les plumes.
Et là, à ce niveau-là, oui, c'est une forme de thérapie, ouais. Donc, du coup, les deux se sont mélangés, mais c'est aussi un moyen de laisser derrière moi une certaine... Voilà, je pense à ce que je vais laisser derrière moi, quoi. Un parcours qui pourrait éventuellement donner des désirs, qui pourrait éventuellement inspirer un certain nombre de personnes, qu'ils soient en Haïti, aux Antilles, en Europe ou ailleurs, ou en Afrique. Oui, je pense qu'il y a peut-être des petites leçons à retenir. Si ça peut les inspirer à sortir de leur cocon et prendre les risques et y aller, oui, pourquoi pas. Nelson Mandela a été inspirant pour vous et maintenant c'est à votre tour de devenir inspirant du coup. Je sais pas, je continue à faire ce que je pense être bien pour moi et après si ça peut inspirer les autres, pourquoi pas. Je me mets pas de plafond, je sais pas trop où je vais. Voilà, il y a une certaine direction, mais voilà, rien n'est déterminé à 100%. Et on voit comment les choses se mettent en place. Mais derrière, dès que si le travail est fait, je pense que tout prend forme quasi automatiquement. Et je crois vraiment à ça. Je ne m'arrête pas sur les choses. Parce que moi, dès qu'on se fixe des choses, c'est-à-dire qu'on risque de laisser passer les opportunités aussi parce qu'on voit, on est laser focus sur une chose. Et je ne suis pas du tout comme ça. Donc, je reste très ouvert. Par exemple, je peux aller comme ça et de seul coup, quelque chose m'emmène au Brésil et je vais faire cette aventure au Brésil et je vais découvrir d'autres choses qui vont m'instruire de quelle direction prendre. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un parcours super bizarre, mais il y a un sens derrière tout ça. Je ne dis pas tout ça parce que je suis parti dans une certaine folie, mais il y a vraiment un sens dans ma démarche. Mais des fois, j'ai du mal à expliquer ce sens-là parce que ça part un peu de partout. Mais il y a des désirs qui font sens et il y a une direction précise. C'est clair pour vous en tout cas. C'est super clair pour moi, ça c'est certain. Mais ça ne le sera pas pour nous davantage. Non, toi, pas aujourd'hui. Peut-être en lisant le livre, ça peut être plus clair, par exemple. Très bien, donc on sera les premiers lecteurs. Nous arrivons dans la dernière partie de cette émission, sur le divan. Je vous pose 10 questions, vous me répondez en 50 secondes. Les 10 questions? Non, chaque question. Ah, ok. Très bien. Sinon, vous pouvez y tenter quand même. Vous êtes un héros après tout. Allez. Quel souvenir voudriez-vous effacer de votre mémoire? Aucun. Moi, j'accepte tout ce que j'ai fait. Voilà, aucun souvenir. Tout ça, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a... Voilà, c'est pour ça que je suis là où je suis. C'est à cause peut-être ou grâce aux souvenirs les plus douloureux. Les plus douloureux, ouais. Et ça, je porte ça avec beaucoup de... des fois, c'est très lourd, hein, mais j'accepte complètement. Donc, j'efface rien. Vous portez toujours votre peine? Ouais, complètement. Ouais, la peine, elle est là. Elle est invisible, mais elle est là. Oui, parce qu'on a surtout le grand sourire, nous. Oui. Mais le sourire est aussi vrai, hein. Est aussi vrai. La peine, elle est là, mais tout ça, ça va ensemble. Vous parcourez la planète, mais vous avez un port d'attache qui est Los Angeles. Quand vous rentrez là-bas, à quoi ressemble la vie de Jimmy Jean-Louis? Qu'est-ce qu'il fait quand il rentre à Los Angeles? À Los Angeles, c'est bien, hein. J'ai un train-train qui est très simple. Le matin, très tôt, je prends soin de moi, donc je vais faire une marche, une petite, ou à la gym. Après, c'est les petits rendez-vous en bord de café ou à la maison. Et après, c'est peut-être un événement ou passer un peu de temps avec la famille. Et ça, c'est ma routine de Los Angeles. Donc, il fait tout le temps beau, je suis presque à la mer. Un jour sur deux, je suis en bord de mer. Alors, on en a peu parlé, mais votre famille, vous avez parlé, vos deux filles en particulier, c'est très important, ce sont les piliers de votre vie. Oui, entre autres, hein, je veux dire, oui, j'ai deux filles maintenant qui ont 13 ans et 21 ans et à vrai dire, tous ceux qui m'entourent sont les piliers de ma vie. Toute ma famille, tous ceux qui m'entourent, même certains amis. Ouais. Vous êtes bien entouré. Alors, avez-vous essayé de décrocher un rôle dans le biopic hollywoodien Bob Marley, One Love, sorti il y a quelques mois?
Parce qu'on sait que vous appréciez particulièrement d'écouter les Marley. Oui, les Marley, Bob, pas seulement Bob. Ouais. En plus, j'ai eu le plaisir d'aller à Kingston, c'était en 99. Et là, je vais dans leur maison de l'époque, là. Et je rentre, c'était devenu quasiment un musée. Hein. Je rentre, je vois un petit truc de ping-pong, et là, je prends la raquette. Et il y a un des frères qui me regarde et dit, tu sais jouer? Je dis, ouais. On commence à jouer, c'était Steven Marley. Et puis on joue comme ça. Et puis à la fin, il me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai dit, moi, je suis là pour un défilé de mode. À l'époque, j'étais encore mannequin. Et il me dit, ouais, si tu veux, nous, on joue ce soir, passe. Je dis, c'est vrai? Et puis je passe comme ça. Et je passe dans la soirée. Ils étaient 3 ou 4 des frères dans leur studio en train de gratter. Mais quel bonheur, quoi! Mais quel bonheur! Je me suis dit, putain, je me retrouve dans le studio de Bob Marley avec tous les enfants en train de jouer. Et vous moi, je suis chanté? là, quoi. Mais jamais j'aurais osé. C'est pas possible. Non, mais c'est ça mon anecdote sur Bob Marley. Mais vous auriez aimé être dans le biopic ou pas? Oui, mais c'est pas vraiment mon histoire non plus. Voilà, je respecte certaines choses. Il y a suffisamment de Jamaïcains ou de gens d'origine jamaïcaine pour le faire. Et c'est un rôle super difficile à porter. Je ne pense pas que j'aurais pu porter ce rôle. Donc, du coup, non, j'ai pas nécessairement essayé, non. Sur les 5 continents, il y en a un qui manque au tableau de chasse, l'Océanie. Alors, l'Australie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, est-ce qu'on va bientôt vous voir dans un film tourné là-bas? Quoi, j'ai tourné en Indonésie, mais l'Indonésie, ça fait pas, c'est pas... C'est l'Asie, c'est encore l'Asie. C'est encore l'Asie. Hein. Enfin, de ce que je me rappelle de mes cours à l'école. Non, ceci dit, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ce sera très facile pour tourner là-bas parce qu'il y a tout le temps plein de projets qui sont tournés là-bas. J'ai jamais fait l'effort pour y aller, mais je sais que ça va venir, quoi. Il y a des grosses pointures des États-Unis qui viennent de ces régions. Donc là, vous aurez fait les 5 continents. Ouais, c'est vrai que là, du coup, j'aurais fait les 5 continents. Ouais. Donc, on va voir. Donc, bon challenge. On va essayer de se focaliser sur ça. Il faudra revenir à Diva Indigo, tout raconter. Attention. Exactement. Les pages importantes de votre vie commencent avec un coup de fil. Ça a été le cas pour l'Haïtien dans Heroes, ça a été le cas de Good Life. Alors, comment faites-vous pour donner votre numéro de téléphone aux bonnes personnes? Ben maintenant, les numéros de téléphone, ça ne veut plus rien dire, à vrai dire, hein, parce qu'on a le droit d'accepter un coup de fil ou pas. Donc, maintenant, c'est comment En tout cas, votre contact. Ouais, de contact. Mais c'est comment se positionner pour être au bon endroit et surtout au bon moment. Comment la recette? Il faut donner la recette. Moi, de mon côté, ça a été un long combat. Un long combat. J'ai fait énormément de festivals. Et ça, dans le monde entier. Et ça a été un grand secret. C'est-à-dire, dans chaque festival, je remplis mon carnet d'adresses, je fais connaissance. Donner les cartes de visite. Oui, parce que faut se dire que si on rencontre quelqu'un au Festival de Cannes, après on rencontre la même personne au Festival de Toronto, après on rencontre la même personne au Festival de Berlin, du coup, qu'on le veuille ou pas, exactement, qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est comme ça que ça se crée. Et puis là, on se dit que oui, éventuellement, on peut travailler ensemble. Bon, alors, c'est un conseil pour les cinéastes caribéens. Faites des économies pour prendre des billets d'avion pour partir au festival. Je dirais, je ne donnerais pas ce genre de conseil à tout le monde parce que c'est pas cheap, comme on dit. Et il faut avoir les connexions pour le faire. C'est pas cheap, c'est pas donné. C'est pas donné, c'est pas donné. Donc, voilà. Au niveau de la Caraïbe, il y a des festivals autour de nous. Je sais qu'il y a celui de Saint-Domingue, il y a celui de Trinidad qui est très bien. Et là, c'est vrai que ça peut nous permettre d'être connectés avec un peu le reste du monde aussi. Mais c'est vrai, il ne faut pas avoir peur d'explorer les autres territoires, ça c'est certain. Quel est le plus beau mannequin? Jimmy Jean-Louis à 30 ans ou Jimmy Jean-Louis à 50 ans? Parce que vous continuez à faire des photos, à faire des shootings, à faire des choses. Oui, mais ça, je me qualifie pas en tant que mannequin, quoi. C'est vrai que c'est un terme qui m'a suivi, ça c'est malgré moi, quoi. Moi, le mannequinat, je l'ai arrêté à l'âge de... exactement en 2002, j'ai tout arrêté. C'est sûr qu'en tant qu'acteur, après, j'ai la possibilité de faire des photos, ou même de faire quelques campagnes, mais je ne me considère plus en tant que mannequin. Mais je peux comprendre qu'on est dans une société qui aime bien
ce terme, mais je suis plus mannequin, à vrai dire. Je suis la même paire, enfin. Voilà, Vous êtes Jimmy Jean-Louis. Tout simplement. Et est-ce que vous continuez quand même à vous intéresser à la mode? Par exemple, est-ce que vous avez regardé la Fashion Week cette année de Paris? Par contre, oui, j'adore la mode. Ça, oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Voilà, il y a quelque chose dedans, il y a une énergie que j'apprécie. Je sais ce que ça veut dire aussi, mais ça j'aime bien. C'est vrai que pendant mes années d'acteur, j'ai fait pas mal de Fashion Week, surtout à Paris, ou à New York, ou à Londres, mais surtout à Paris. En tout cas, vous nous l'avez dit. Peut-être pour nous autres, le grand public, tout n'est pas encore très clair dans votre trajectoire, mais vous, pour vous, ça l'est. Vous savez qu'aujourd'hui, votre chemin est tracé. Oui. Je pense que tous les chemins sont tracés. Maintenant, on découvre au fur et à mesure. Et moi, j'aime bien découvrir. J'aime bien cette notion de découverte. Donc, je me laisse emporter dans ce chemin. Merci Jimmy Jean-Louis d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé une partie de votre intimité. On se retrouve bientôt dans une nouvel épisode avec un nouvel invité. Et pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux. À très vite.